AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Bonjour, merci à tous d'être là. L'objet de cette table ronde, on va faire vous savez que l'industrie gazière est engagée sur une transition énergétique, une transition pour les territoires. Et là, on ne va pas parler d'une seule transition, mais on va parler de beaucoup d'acteurs qui réalisent cette transition. On va parler emploi, on va parler compétences, on va parler finalement de vous et moi. De qui nous sommes et là où on veut aller pour réussir ensemble cette transition. David a présenté l'ensemble de nos intervenants. Peut-être deux, trois mots avant de passer la parole. Peut-être que je vais vous décoder un mot qui sera peut-être employé par certains. C'est la démarche EDEC, donc engagement de développement de l'emploi et des compétences. Une démarche qui a été lancée par l'AFG et l'ensemble de l'industrie des services énergétiques associés. Il y a bientôt un an, démarche qui est, et on remercie pour ça vraiment le ministère, qui est soutenu par le ministère et par l'OPCO2I, et qui est une démarche très importante dont on va beaucoup parler. Donc, quand vous entendez EDEC, vous pensez vraiment que l'industrie gazière veut développer son emploi, ses compétences, et je dirais se transformer. Et puis, peut-être trois petits chiffres que vous ayez en tête. L'industrie gazière, 130 000 emplois aujourd'hui. Si on étend, je dirais, à l'ensemble des participants à cette EDEC, qu'on a voulu plus large que l'industrie gazière stricto sensu, c'est-à-dire que c'est tous les services énergétiques associés, c'est 100 000 emplois de plus, donc 230 000 emplois. Et tout ça, c'est 15 000 entreprises qui aujourd'hui font le tissu industriel de la France. On en a parlé lors de la table ronde précédente. Ça fait des changements dans les territoires. Et c'est de tout ça dont on va discuter. On aura aussi, je dirais, la chance d'aller faire un petit tour en Europe et puis de revenir vraiment en France. Alors peut-être pour commencer, je vais passer la parole à Bruno Lucas. Je dirais, pour la filière, on a vraiment sollicité l'appui de votre ministère. Et depuis un an, je dois dire qu'on le remercie, puisque cette démarche, on la mène ensemble. Et donc, j'aurais voulu savoir, parce que c'est vrai qu'on avait je dirais, fait l'ouverture finalement sur cette démarche il y a un an avec Philippe Le Soil qui pilote cette démarche. On avait fait une table ronde tous les trois. Peut-être votre point de vue après un an, je dirais, de réflexion. Quel est l'avis du ministère? Qu'est-ce que ça apporte? Et puis, si vous pouviez nous jeter quelques pistes je dirais, d'évolution. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Je crois que ça traduit effectivement un partenariat stratégique entre le ministère du Travail, de plein emploi et de l'insertion et la filière du gaz. Quand on a effectivement ouvert cette démarche il y a un an ensemble, on avait parlé des ingrédients qui nous paraissent indispensables pour réussir ce type de démarche, qui sont d'abord une logique partenariale entre les pouvoirs publics et évidemment les professionnels et le secteur et les partenaires sociaux, mais aussi le fait que les acteurs eux-mêmes du secteur soient capables de travailler ensemble et de s'engager collectivement dans une démarche au-delà de leurs différences, de leurs enjeux qui peuvent être évidemment spécifiques au long cours pour réussir. Donc c'est ça en fait que cette démarche partenariale, merci d'avoir précisé l'acronyme, vise. C'est d'abord et avant tout que les acteurs puissent travailler, y compris dans une logique de dialogue social qui est évidemment importante pour le ministère du Travail, à des enjeux de moyen terme. Un an après, je crois que les résultats et le fait que les ingrédients étaient présents, ça se voit dans les résultats qui ont été atteints. D'abord, il y avait dans le fond trois grands axes. Il y avait un axe qui est extrêmement important, qui est de poser un diagnostic et de se projeter. Donc ce premier axe a pu être rempli, je crois, avec succès, puisque 3 scénarios ont été identifiés d'évolution du secteur et des conséquences en termes emploi-métier. Un scénario un peu intermédiaire de transition, un scénario de passage à l'échelle plus rapide, et puis un scénario que vous appelez, je crois, gris-vert, qui dit bien ce qu'il veut dire, un scénario peut-être un peu déceptif par rapport aux enjeux du moment et aux enjeux auxquels votre secteur fait face.
Ça a aussi permis très concrètement d'identifier de manière précise un certain nombre de métiers impactés, d'identifier 14 fiches métiers un peu précises qui finalement réunissaient un ensemble de compétences et d'activités qui seront importantes pour le secteur demain, et donc de les partager à l'échelle de votre secteur. Ça a permis enfin d'identifier à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un beau secteur d'emploi aujourd'hui et vous êtes un grand secteur d'emploi demain, puisque dans certains des scénarios, on parle de, je crois, un scénario le plus optimiste, hein, à moyen terme de 170 000 emplois qui pourraient être créés. Alors peut-être que ce ne sera pas tout à fait ça, mais enfin on voit bien qu'il y a aussi des enjeux emploi qui sont intéressants là aussi pour le ministère du Travail et pour la collectivité. Donc il y a ce premier travail qui a été réalisé qui, je crois, donne un socle très solide au travail collectif que vous avez engagé, à l'énergie, et c'est le cas de le dire dans votre secteur, que vous déployez pour vous doter d'une stratégie. Le deuxième élément, il est plus opérationnel, plus tactique, c'est sur un marché du travail dont on sait qu'il est très tendu, d'être en capacité de faire connaître les opportunités d'emploi. Donc, je viens de dire, je crois qu'on peut partager qu'elles sont importantes, de trajectoires professionnelles intéressantes, de parcours professionnels finalement sécurisés, importants, intéressants, et puis qui ont du sens, qui peuvent avoir du sens, et de les faire connaître sur les territoires. Et donc c'est ce que vous êtes en train d'essayer d'adresser avec la mise en place qui arrive d'une plateforme qui permettra à la fois de donner à voir sur les territoires ces opportunités d'emploi, ces métiers, et aussi les parcours de formation qui permettent d'y accéder. Donc ça, c'est, je pense, un deuxième axe. Et il y a un troisième axe qui est plus... qui a plus un caractère territorial et qui me paraît également très intéressant. Il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce que vous avez appelé la route du gaz, qui vise dans le fond, et c'est un enjeu aujourd'hui... Fabien Hauteville la commentera, mais allez-y. J'en dis deux mots très rapides, et il le dira beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'il est important parce qu'il vise à traiter, donc je ne dis pas ce que c'est, vous le direz, il vise à traiter un problème, pas un problème, un enjeu de fond pour notre pays, qui est capable d'aller chercher des personnes qui sont un peu plus éloignées finalement de celles qu'on serait allé chercher il y a quelques années, mais qui peuvent contribuer, qui ont une capacité vers des compétences, mais qui doivent, un, être convaincus de l'intérêt de ce qu'on leur propose, et deux, à qui on doit être capable de proposer des parcours qui permettent d'y arriver. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Il y a aussi un travail d'acculturation aux enjeux de la transition écologique, c'est vrai pour votre secteur, mais c'est vrai de manière un peu générale. Il y a un sujet de partage finalement d'une culture commune, et puis à la création de passerelles métiers. Voilà, donc je pense que vous êtes vraiment bien embarqués. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'au-delà des livrables et de ce que vous réalisez, vous faites tout le travail de communication et de partage sans lequel tous ces travaux ne sont pas très utiles. Voilà, j'espère ne pas avoir trop défloré la route du gaz auquel on va revenir. Non, puis vous pourrez recommenter, évidemment, une fois que Fabien Hauteville aura pris la parole. J'ai peut-être, avant de revenir en France, on va peut-être faire un petit passage par l'Europe. Et donc, je suis content d'accueillir José Bello, qui travaille en France, évidemment, qui travaille avec un syndicaliste, mais qui aussi vient ici en tant que membre d'Industrial Hall. Et alors, je dois dire, je vais juste faire une petite parenthèse, on s'excuse, mais c'est la seule table ronde 100% masculine. On avait invité la déléguée générale qui n'a pas pu venir, et donc peut-être que tu en diras un mot. Voilà, mais on s'excuse pour cette table ronde 100% masculine, ce qui n'est pas bien. Voilà, et donc sans transition, je te passe la parole. Peut-être dire que Industrial Hall, si je lis l'objet, c'est de travailler sur une transition juste de toute l'Europe et la manière dont cette transition verte est mise en œuvre sur le terrain. Et je trouvais que c'était très approprié et très en phase avec, je dirais, la thématique de notre congrès aujourd'hui. Voilà, et donc je serais intéressé par savoir la démarche d'Industrial Hall, peut-être le dialogue social gaz, qui est un dialogue social qui a commencé il y a 1 an et demi, auquel on participe l'un et l'autre. Peut-être nous dire comment se passe de démarches similaires dans d'autres pays d'Europe et un peu la particularité de ce dialogue social gaz. Oui, merci. Tout d'abord, les réalités, elles sont relativement similaires à celles de la France. Et puis finalement, Industrial, on a un regard, en tout cas, parce que socialement, la France est plutôt en avance, et il faut le dire, sur l'ensemble de ces sujets. Après, les préoccupations, elles sont relativement identiques. C'est un, on est dans une transition à marche forcée, parce que la maison brûle. Le deuxième point, c'est que le conflit
ukrainien est venu accélérer ou en tout cas perturber toute cette géopolitique. Donc ce qui est vrai, c'est ce qu'on fait actuellement sur les decks en France. Industriel, on y était encore hier avec Thierry. On a une volonté de démultiplier, parce que les réalités finalement sur le secteur du gaz française, c'est exactement les mêmes que sur la péninsule ibérique, ou qu'en Italie, ou qu'en Roumanie. Donc on a cette obligation effectivement d'emmener l'ensemble des travailleurs vers les métiers de demain. Ça, c'est le premier point. On a un point extrêmement important, mais qui est aussi vrai en France, c'est qu'on a une difficulté, ou en tout cas, nous, on souhaite vraiment féminiser les métiers, parce que c'est une difficulté, hein, que ce soit la filière technicien, mais aussi la filière R&D plus globalement, parce qu'on a du mal à faire rayonner ces métiers du gaz, et pour une raison simple. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y avait un gas bashing, il faut l'appeler quand même. Et donc, dès que vous êtes sur du gas bashing, en tout cas une sensation d'activité en décroissance, il faut absolument réactiver en fait tous ces leviers permettant d'attirer de nouveaux talents, quels qu'ils soient. Donc sur Industrial, c'est vrai qu'on regarde énormément ce qui se fait en France, hein, et on démultiplie parce que c'est des bonnes choses. Et on est aussi engagé là dans une volonté de contractualiser sur le secteur gaz avec l'ensemble des employeurs un accord qui reprendrait des grandes lignes de transition énergétique de ce qui se fait dans l'ensemble des pays, mais aussi, vous venez d'évoquer, des grandes lignes sur les decks, parce que les decks, c'est quand même le lien finalement au territoire et aux emplois de demain. Alors c'est vrai qu'on le voit à l'échelle française, mais finalement à l'échelle européenne, c'est exactement la même chose. Et nous, on pense qu'il est important de se poser les vraies questions, et aujourd'hui, les événements qui sont devant nous, c'est bien l'Europe de l'énergie, comment on la construit. Et d'ailleurs, c'est tout ce sujet d'employabilité et de transférer finalement les talents d'un territoire vers un autre, voire d'un pays vers un autre. Parce que ça, c'est extrêmement important pour l'Europe. Donc voilà, sur Industrial, on est vraiment dans une démarche de transition et sur l'ensemble du spectre des emplois, du technicien à l'ingénieur, parce qu'il y a, tout un écosystème qu'il faut absolument réactiver, et on sent cette difficulté, parce que le gaz, on a eu cette difficulté finalement de considérer c'est en décroissance, et on verra plus tard. Donc voilà, on sent cette volonté de co-construire. Je pense que le corps social au sens large, et même la Commission européenne est partie prenante dans le sujet, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et moi je souligne tout le travail de l'EDEC français qui a été mis sur la table, parce que ça nous permet aussi de mûrir les réflexions. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Fabien, responsable du pôle génie énergétique de l'Institut des ressources industrielles. Alors, cet institut organise beaucoup de formations différentes, dont une, c'est pareil, qu'on avait eu l'occasion d'inaugurer ensemble, qui était celle des techniciens de maintenance des installations de biométhane. Et il se trouve que hier, lors du dialogue social gaz, s'il y a un métier en tension qui a été souligné, c'est bien le métier des techniciens de maintenance. Pas que des installations de biométhane, mais ce métier-là est vraiment souligné dans toute l'Europe comme étant un métier en tension. Et j'ai pensé à cette formation, quand j'ai écouté ça hier, en me disant que c'était une bonne idée que de lancer cette formation. Voilà. Mais au-delà de cette formation et de l'anecdote, je dirais quel est le besoin de formation que vous identifiez. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, la route du gaz, on va en parler quelques mots. Vous savez tous, entreprises, recruter des nouveaux collaborateurs, parce qu'on parle de compétences. On sait recruter des sorties de diplômes, des sorties d'école. On sait, entreprise, recruter en allant débaucher chez son voisin. Et malgré tout ça, pour éviter l'inflation des salaires, pour éviter toutes ces problématiques, parce qu'il n'y a pas assez de monde, on est obligé d'aller chercher des personnes en reconversion. Alors quand je dis on est obligé, c'est pas un malheur. Mais former des personnes en reconversion, aller les chercher, c'est très différent. Si vous recrutez une personne en reconversion sur son CV, vous écartez son CV directement parce que vous ne voyez pas d'expérience dans le domaine du métier. Vous ne voyez pas de diplôme en relation avec votre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc former, recruter des personnes en reconversion, c'est lire entre les lignes. Alors je mets un pavé dans la mare, on l'entend parfois ça. Lire entre les lignes, aller chercher du potentiel, aller chercher parfois des talents
Et c'est l'objet de la route du gaz. Alors la route du gaz, du transport aux usages. Hein, il y a une petite phrase qui suit parce que dans le domaine du gaz, il y a le transport, la distribution, mais aussi les réseaux de chaleur, il y a aussi le chauffage individuel et les chauffages collectifs. Et ce parcours initiatique de 5 mois et demi consiste avec des personnes assez éloignées de l'emploi, de leur proposer un parcours pour découvrir tous ces métiers du gaz, à la fois sur des modules de formation classiques, pédagogiques, et sur des immersions en entreprise. Ils étaient la semaine dernière et la semaine précédente dans les entreprises de la FEDEN, du SINASAF, du bâtiment, pour découvrir ces métiers du chauffage individuel et collectif. Ils seront dès la semaine prochaine chez GRDF et certainement chez GRT Gaz aussi pour découvrir les métiers du gaz. Et j'emploie presque le mot, c'est émouvant de les voir revenir de stage, parce que c'est presque comme des enfants, pourtant ils ont entre 19 et 53 ans, et quel que soit leur âge, ils reviennent avec des étoiles plein les yeux, et à chaque nouvelle immersion, ils veulent faire ce métier. Voilà. Alors, c'est très encourageant de découvrir ça, et la particularité de ce projet, on sait tous, organismes de formation formés sur un domaine. Voilà. Et si le domaine ne convient pas, s'il n'y a pas d'emploi à la clé, on a formé pour pas grand-chose. Là, l'objectif, c'est vraiment d'élargir. Et entre les activités du transport, de la distribution, du chauffage, de l'installation, on voit qu'on ouvre très très grand le champ des possibles. Et je vous invite, si vous avez envie, le 8 décembre à Lyon, alors en plus c'est une date, c'est le hasard, mais c'est la fête des Lumières à Lyon. Si vous voulez profiter d'un week-end lyonnais pour la fête des Lumières, assister à la clôture de cette formation où les stagiaires nous présenteront leurs activités et je l'espère, leurs projets professionnels qu'ils démarreront dès le 9 décembre ou dès début janvier. Bon, rendez-vous est pris alors. Alors peut-être pour finir ce premier tour de table, je passe la parole à Sébastien Paolizzi. Donc vous êtes le président de Prodeval. Prodeval, si je peux me permettre, même si on est à l'Association française du gaz, un anglicisme, c'est une vraie success story à la française. Voilà, une vraie réussite. Je dirais, chez vous, tout est construit en France, je dirais presque, dans la Creuse ou dans l'Ardèche, si je ne me trompe pas. Numéro 1 de la fabrication des méthaniseurs. Peut-être une petite anecdote, moi j'ai visité un méthaniseur près de Rennes et puis donc le propriétaire ouvre la porte et puis il y avait l'association des méthaniseurs de France et puis il fait la réflexion, ah non, ça c'est pas du Prodeval. Et on sentait la déception derrière ça. Et moi je me suis dit, ah c'est vraiment le fait que c'est le reflet d'une vraie success story. Et malgré tout, donc peut-être juste un dernier point sur cette success story. L'année dernière, si j'ai bien compris, vous embauchiez presque une personne par j'ai noté deux CDI par semaine. Vous avez monté une formation interne, c'est dire de la dynamique. Et puis tout ça, c'est un peu arrêté. Et donc, comme quoi, c'est pas si simple d'être entrepreneur. Donc, j'aimerais bien avoir, je dirais, un peu le récit de cette On a combien de temps? Cette histoire. Bon, merci. Juste nous, on est vraiment sur la partie gaz. On ne fait pas la partie digesteur. Donc, on est vraiment, dès que le biogaz est créé, le transformer en biométhane et le réutiliser pour remplacer les énergies fossiles. Donc, faire du CNG, du gaz comprimé, du LNG, du CO2 liquide. Parce que quand il y a du biogaz, il y a du CO2, il y a du méthane. Grâce à ce qu'a mis en place le gouvernement il y a plus de 10 ans, la France a créé une filière d'excellence aujourd'hui qui est reconnue même au niveau international, avec beaucoup de création d'emplois. Et donc, nous, on a dû se structurer pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi ces emplois sont en danger aujourd'hui. Il faut replacer le contexte. 2014, Prodeval, c'était 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, ça va être 150 millions. Et depuis 5 ans, on crée un CDI direct, en emploi direct par semaine. Toutes nos installations sont fabriquées en Rhône-Alpes. Et donc, vous doublez ce chiffre d'emploi auprès de tous les ateliers en Rhône-Alpes, que ce soit des chaudronniers, des tuyauteurs, des électriciens. Donc, on représente à peu près 1000 emplois en Rhône-Alpes, directs et indirects. Et là, je ne compte pas tous les emplois d'installation sur les sites. Donc, en fait, cette croissance forte nous a généré énormément d'emplois de tous les types. Il faut structurer l'entreprise. Je suis très content de pouvoir
m'exprimer aujourd'hui parce qu'on oublie souvent et on ne se rend pas compte, on n'est pas en train d'installer des panneaux solaires ou des éoliennes, il y a des usines de fabrication, un process industriel. On est dans le monde du gaz, donc on est en train de parler d'installation d'équipements sous pression et d'équipements à texte, donc explosifs, donc avec des réglementations et tout ce qui va avec. Et donc, à chaque fois que je vous emploie tous ces mots, ce sont plots d'emploi derrière. Des ingénieurs, des techniciens, un bureau d'études. J'ai un bureau d'études aujourd'hui de 60 personnes. On a dû développer en 5 ans un réseau de techniciens de maintenance SAV sur toute la France, à moins d'1 heure de toutes les installations. Parce qu'on a les installations doivent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des délais d'intervention très très courts, des astreintes. C'est très difficile de trouver ces techniciens, et encore plus après le Covid, ces contraintes. Donc, c'est de prendre soin de ces équipes, les former. Vous pouvez imaginer que quand on recrute 100 personnes, alors qu'on est une boîte de 200 personnes ou de 100 personnes dans l'année, il peut y avoir du turnover, il peut y avoir des erreurs de recrutement, mais c'est comment on les intègre. Et donc, là, une des solutions a été de créer notre centre de formation qui vient compléter les formations existantes. Ce sont des formations très courtes pour apporter la spécialisation, mais aussi intégrer nos clients. Je vous l'ai dit, nos clients, des clients qui ne sont pas habitués au gaz, qui exploitent des unités des usines à gaz et qui ne sont pas forcément formés, ne comprennent pas qu'ils doivent se former. Donc on communique énormément et on a créé tout ça. Et là aujourd'hui, le contexte fait que le marché français va s'arrêter, est en train de s'arrêter, il faut bien comprendre. Je vous dis Prodéval, 150 millions, 90 millions en France, 100 millions à peu près. J'ai tablé dans mon business plan à peu près 5 millions d'euros en France en 2024. Je vous laisse imaginer le gap qui a à combler et ce que ça peut faire. Donc on a mis 8 ans à créer toute une filière qui peut aujourd'hui s'écrouler complètement. Heureusement, on s'est fait connaître à l'international. Aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis ont mis des incitations fortes sur le biométhane. Notre premier territoire va être l'Italie, où aujourd'hui on a le plus d'installations sur le territoire italien. Et ils prévoient de transformer 1000 méthaniseurs, de passer de l'électricité au biométhane en moins de 5 ans. Donc pour nous, ça va être un vrai relais pour la France et ce qui nous permettra de préserver nos emplois puisqu'ils sont non délocalisables. Et en plus, on envisage de créer notre usine d'assemblage sur le site Rovaltin entre Valence et Romans pour atteindre une capacité de plus de 200 épurateurs par an. Merci. Peut-être une question complémentaire. Pendant la préparation de cette table ronde, vous m'aviez parlé de la difficulté, je regarde Sébastien et Fabien, de la difficulté à avoir des profils, à ce que ces profils soient adaptés aux besoins de l'entreprise et avec des profils des candidats qui, je vais dire comme ça, des candidats qui changent et peut-être des entreprises qui changent leur façon de demander les candidats. Est-ce que vous pourriez, je dirais, expliquer un peu ces changements ? Alors en effet, la difficulté, c'est, on parlait d'attractivité tout à l'heure, c'est de rendre nos métiers, nos différents métiers attractifs. Et aujourd'hui, mettre en œuvre une formation de technicien de maintenance biogaz, ça parle ou ça parle pas. La dernière promotion qu'on a ouverte en avril, on a eu 200 candidatures. Aujourd'hui, ils sont 7, avec une difficulté pour les entreprises de s'engager, comme venait de l'expliquer Sébastien. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Avec peut-être la volonté aussi sur d'anciens réflexes de dire j'embauche à vie. On ne peut plus embaucher à vie aujourd'hui. Enfin, je pense qu'une entreprise qui annonce je vais vous embaucher à vie, le candidat il fuit carrément. Et on s'aperçoit que c'est plutôt pas forcément, un peu moins les jeunes qui sont attirés par ces métiers-là parce que ça leur parle, l'écologie, l'environnement. Il y a aussi des jeunes, évidemment. Mais il y a besoin, encore une fois, de recruter autrement, d'accompagner les candidats, d'ouvrir les portes des entreprises. Quand on fait les informations collectives, on présente les ateliers. On a l'idée avec GRDF à Lyon de faire des informations collectives en agence. On est allé avec les stagiaires de la route du gaz, du transport aux usages, visiter une agence. Et quand ils ont vu l'environnement, l'ambiance, les moyens qui étaient mis à disposition des salariés, le fait d'avoir un véhicule, une caisse à outils, enfin, ça paraît bête, mais pour certaines personnes, c'est une reconnaissance de professionnalisme. Et ça marque un peu les esprits. Hein.
quand un demandeur d'emploi vous dit mais j'aurai cette caisse à outils, j'aurai ce véhicule. Voilà, ça paraît évident. Pour travailler, il faut des moyens. Bah, pour eux, c'est loin d'être évident. Merci. Et puis peut-être une question avant de vous passer le micro, mais j'en ai une qui me brûle les lèvres. Pour Sébastien, les annonces de vendredi sur la revalorisation du tarif du biométhane, c'est peut-être un peu tôt encore pour dire quel va être l'impact sur l'emploi et le recrutement, mais je dirais quelle est votre perspective? Alors, je dirais vraiment à chaud, quoi. Ça donne de l'oxygène, c'est certain, puisqu'il y a plusieurs projets qui étaient en cours d'être abandonnés, puisque effectivement, vous l'avez cité depuis tout à l'heure, les oppositions, les problèmes de financement, tout ce qui peut, et donc on vient rajouter là-dessus l'inflation et le tarif qui n'étaient pas revus à la hausse. Bon, ça décourageait quand même pas mal d'agriculteurs ou de porteurs de projets. Donc nous, ne serait-ce que sur la partie de nos projets, où avant on en réalisait 90% de ceux signés, moi dans nos chiffres, on a mis qu'on allait s'approcher plus des 50%, avec beaucoup de pertes. Donc forcément, ces annonces sont importantes et vont permettre de donner un peu d'oxygène pour 2023, c'est bon, mais aussi un peu 2024. Par contre, il y a beaucoup d'ambitions au-delà de 2025 à 2030. Et si on ne s'occupe pas tout de suite de 2024 à 2025, un trou de 2 ans pour des PME, c'est fatal. Et si on se remet dans le contexte, nous ne sommes pas, je parle pour tous mes confrères, nous ne sommes pas des entreprises du gaz depuis des années, des dizaines d'années. La plupart d'entre nous, on a été créés dans les 10 dernières années, on a créé notre propre entreprise, on s'est développé, et donc on n'a pas les moyens. Je vous laisse imaginer l'argent qui est nécessaire et le cash nécessaire pour développer une telle activité, l'industrialisation. Donc effectivement, 2 ans de trou, ça peut faire très très mal pour ceux qui ne l'ont pas développé international. Donc l'enjeu se joue vraiment sur les 3 ans à venir pour que les sociétés françaises soient prêtes. Parce que croyez-moi, vu ce qui a été mis en place en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays du Nord, les autres pays européens seront prêts. C'est-à-dire que mes concurrents italiens, mes concurrents allemands, eux, ils seront prêts en 2025, en 2030, ils seront là parce qu'ils vont avoir un fort développement dans leur pays. D'accord. Bah, si vous avez des questions, ou peut-être une dernière pour Bruno Lucas, vous avez promis de vous repasser la parole sur la route du gaz. Je ne sais pas s'il reste grand-chose à dire. Donc si vous avez des questions, il y a David qui a des questions. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser David tout seul poser des questions. Merci, oui, non, loin de moi l'idée de vouloir monopoliser le micro, mais effectivement, je suis plein de sollicitude vis-à-vis de toi, Thierry, qui n'a pas de questions, effectivement, pour l'instant en tout cas. J'avais une question pour Monsieur Lucas. Quand j'entends effectivement les intervenants à la table ronde évoquer les besoins en emploi, j'entends parler de techniciens de maintenance, j'entends parler d'électriciens, de chaudronniers, ce sont exactement les mêmes métiers dont j'entends parler dans les filières éoliennes, dans les filières des déchets, dans les filières des traitements de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème chronique sur ces métiers qui sont définitivement en tension? Et du coup, ma question, c'est quelles sont les actions que vous menez au sein du ministère de l'Emploi et peut-être même au-delà avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire enfin en sorte que les jeunes soient davantage attirés par ces métiers dont on a besoin de toute évidence et en plus sont amenés à être de plus en plus nombreux puisque tout le monde souhaite de ses voeux la réindustrialisation de la France. Donc concrètement, qu'est-ce qui est fait à l'échelon ministériel pour pouvoir effectivement multiplier le nombre de jeunes qui sont formés sur ces filières? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions à cette question qui est très importante et qui effectivement est récurrente, quels que soient les secteurs industriels en particulier auxquels on est confronté. Il y a un premier sujet qui est, c'est pour ça que j'étais particulièrement intéressé par la route du gaz, c'est qu'on apprenne collectivement, et quand je dis collectivement, ce sont aussi les entreprises, parce que c'est un savoir-faire, vous l'avez très bien dit, à non seulement attirer et mettre en valeur ce que sont les trajectoires possibles dans ces métiers, mais aussi ensuite à intégrer des personnes qui parfois étaient parties dans une autre direction et qui du coup ont besoin de prendre un virage. Et c'est un savoir-faire, c'est pas quelque chose qui s'invente. Donc c'est un élément qui paraît très social, mais c'est pas social, c'est un élément stratégique, je pense, pour l'entreprise. Ensuite, sur le fond, je dirais à la source, il y a un enjeu par rapport à la jeunesse, par rapport à la formation initiale. C'est le sujet de l'apprentissage, c'est le sujet des lycées professionnels qui n'est pas dans le champ du ministère du Travail, mais
J'ai aujourd'hui donc un ministre de plein exercice, M. Dussopt, et une ministre déléguée, Mme Carole Grandjean, qui est aujourd'hui sous l'autorité de M. Dussopt et de M. Papendiaï, et qui est la ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, donc qui est bien sur les deux sujets. Ce qui va évidemment donner un cadre de travail entre les administrations du travail et ceux de l'éducation nationale qui va être renforcé. Et il y a une ambition assez forte sur l'apprentissage. Ça, je pense qu'elle est visible pour tout le monde. Elle est visible y compris en termes de succès et de résultats, mais aussi sur les conditions dans lesquelles on peut demain, du côté des lycées professionnels, travailler à mieux faire connaître les métiers et aussi à mettre en situation les jeunes, dans cette logique d'immersion que vous décriviez très bien, de découvrir ce que sont les potentialités, les possibilités de ces métiers industriels. J'en parle avec prudence et humilité parce que c'est dans le champ de mes collègues de l'éducation nationale, mais enfin, la structure gouvernementale déjà a une réponse en soi. Bonjour à tous, Pierre de Montlivaud, président de la FEDEN, donc concerné par l'EDEC gaz, chaleur et services énergétiques. Ma question concerne les dispositifs de retour à l'emploi des personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi depuis un certain temps. Quand je discute avec mes adhérents, notamment les PME, ils me disent qu'ils ont un vrai problème, pas tant qualitatif, c'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a parfois des belles réussites individuelles, mais un problème quantitatif, c'est-à-dire entre les personnes qui rentrent dans ces dispositifs-là et celles qui finalement vont vraiment transformer, celles avec lesquelles on va vraiment transformer l'essai, souvent des ratios extrêmement faibles. Est-ce que vous avez, vous, des exemples davantage réussis que ce tableau un peu noir que je viens de donner? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. On a pris pour habitude de former rapidement sur de la technique. Et les savoir-être, les soft skills, c'est des sujets qui sont hyper importants. L'objet de la route du gaz, c'est ça aussi. Des personnes éloignées de l'emploi. Au bout de quelques jours, on commence à les voir se redresser, à sourire. Et ça, c'est des signes qui sont très intéressants et très importants. De lutter contre le décrochage. Il faut prendre le temps de les former et qu'ils se retrouvent bien dans leur basket avant le 8 décembre. Parce que je pense que très peu seront embauchés. Ce n'est pas le projet. Le projet, on a été très clair avec eux, c'est de faire un rebond, de rebondir sur une formation professionnalisante, diplômante, certifiante. Et il n'y a pas d'exclusivité sur ce parcours. Et de leur redonner, pour certains, le goût à travail, de reprendre des repères avec l'entreprise, voilà, pour ceux qui sont plus éloignés de l'emploi. Pôle emploi, depuis plusieurs années maintenant, a mis un dispositif qui s'appelle PIC, pour voilà, d'une manière très très importante sur le national de former des demandeurs d'emploi. On s'aperçoit qu'il y a de très beaux succès, mais il faut prendre le temps. Voilà, je pense si vous devez retenir une chose, si je peux me permettre, c'est prenons le temps de les former sur le savoir-être et il faut que les entreprises entendent ça et nous accompagnent aussi dans cette démarche. Bonjour, Natacha Cambriel, je suis la présidente de Butagaz. Vous avez parlé de la féminisation de ces métiers techniques et je voulais savoir si concrètement, voilà, ce que vous faisiez concrètement pour féminiser, parce que j'ai moi-même pas mal de difficultés à recruter des femmes sur des postes effectivement techniques, techniciens de maintenance sur le terrain, etc. Donc si vous aviez des bons plans par rapport à ça, je suis intéressée. Pas de recette miracle. Sur la formation technicien de maintenance biogaz, on a une femme, on est très, très heureux de l'avoir. Sur la route du gaz, on a une femme aussi, elle représente 10% de l'effectif. Je pense qu'elle n'aura aucune difficulté à trouver une suite à son parcours. Elles n'auront aucune difficulté parce que elle donne envie. Et puis une femme qui clique sur une formation technicien de maintenance biogaz ou aller dans les métiers du gaz et de la chaleur, c'est pas anodin. En tout cas, moi, je les encourage très chaleureusement et j'invite même les hommes à être vigilants quand ils postulent, parce que je pense qu'elles savent beaucoup mieux que les hommes ce qu'elles veulent faire, quel est leur projet professionnel.
le travail aujourd'hui, dans ces métiers-là, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problématique. Ce qu'on a pu entendre, problème de vestiaire, problème de charge, etc. Les entreprises s'adaptent, les entreprises proposent des vêtements de travail dédiés à la morphologie des femmes. Enfin, voilà, ça a bien changé. Mais pas de recette miracle. Voilà, on ne peut pas dire formation exclusive réservée aux femmes, on n'a pas le droit de le faire, mais on les invite très chaleureusement. Ouais. Ça ne répond pas forcément à votre question, mais on est très heureux de les voir. Il y a un complément de réponse. Si je peux me permettre sur ce sujet, je crois que typiquement, en tant que syndicaliste, il y a beaucoup de sujets qui opposent, mais là, typiquement, si le corps social il va uni, il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas, ça fonctionne plutôt. Mais je pense qu'il y a des démarches externes aussi à faire auprès des écoles, très tôt, hein. Mais collectivement, si le corps social sur ces sujets-là est réuni, c'est un des leviers pour inverser le système. Moi, je suis issu de la R&D gazière. Il y a encore une quinzaine d'années, on avait 10% de femmes sorties d'école, c'était comme ça. Ça a augmenté. Et dès qu'on a lancé des démarches de prospection autour des écoles, ils ne connaissaient pas les métiers. Et donc, vous rentrez dans une dynamique. Mais là, typiquement, je pense que si le corps social il va collectivement, c'est un des leviers qu'il faut utiliser assez fortement. Je rejoins ce qui a été dit. Cyril Radici, je suis directeur général du SINASAF. Donc on est engagé dans la démarche EDEC Gaz. Et effectivement, on a un besoin aujourd'hui de techniciens de maintenance qui est assez fort. Je rejoins monsieur. Effectivement, il y a tout un travail où il faut marquer la présence dans les écoles, montrer que ces métiers, finalement, ils sont accessibles aussi aux femmes. Il y a un travail de féminisation du métier, montrer que c'est possible et quelque part capitaliser sur les success stories. Tout à l'heure, on évoquait le sujet de success story avec monsieur. Effectivement, là, on a quelque chose à jouer et montrer que c'est possible. Donc voilà, il y a une multitude de choses et ces métiers-là, aujourd'hui, on recherche en reconversion chez les jeunes. Mais il y a un vrai travail à réaliser aujourd'hui auprès des écoles. On a besoin, si je peux rajouter, d'ambassadeurs dans les entreprises. Il faut absolument que ce soit leur père qui parle, parce que c'est très bien, les ressources humaines font leur travail, les managers font leur travail, mais les techniciens qui aujourd'hui sont sur les installations tous les jours, c'est eux qui parlent le mieux de leur métier. Voilà, on a besoin d'eux pour attirer. Voilà, peut-être, parce que j'avais une autre question aussi, mais juste avant de poser ma question, merci pour les interventions. Ça montre bien aussi la pluralité de cette EDEC, qui n'est pas seulement l'industrie gazière, mais bien la chaleur, l'efficacité énergétique, l'entretien des chaudières, le butane, propane. Et puis il y a un dernier élément. Dans le gaz, il y a du méthane, il y a aussi de l'hydrogène. Et il y a un besoin assez fort avec une dynamique qui est partie sur l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il y a comme choses qui se font sur l'hydrogène? Et Monsieur Lucas, en tout cas, vous vouliez intervenir à un certain moment sur l'hydrogène. Peut-être que ce serait intéressant que vous expliquiez ce qui se passe, et un peu en rebond de la question de David, ces besoins forts, comment votre ministère les appréhende? Alors, sur l'hydrogène, je vais rester assez humble devant cette assemblée. En revanche, il y a une démarche nationale à moyen terme très importante que je pense que vous avez évoquée aujourd'hui, qui est France 2030, avec un enjeu donc notre pays soit leader demain dans l'hydrogène vert. Donc c'est une démarche avant tout stratégique et métier. Elle a un volet, un pan compétences important avec ce qu'on appelle l'appel à mission d'intérêt compétences et métiers d'avenir, qui permet à des consortiums, à des regroupements d'acteurs, sur des sujets de diagnostic un peu comparables à ce que votre EDEC porte, ou sur des sujets de formation. Donc on rejoint la question que vous posiez tout à l'heure, finalement d'obtenir un appui pour conduire des projets structurants. Donc je crois que c'est 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Donc c'est quand même une capacité à faire assez importante. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas en visibilité, donc je signale ce volet qui, je pense, peut accompagner une démarche plus structurelle comme celle que vous portez avec votre EDEC. Voilà, peut-être s'il y a une... Ah oui. Ouais, moi j'ai une dernière question. Bettina Hortal, GRT Gaz. Alors, 2 choses. Une question, est-ce que vous êtes posé en mode inversé, c'est-à-dire vu des jeunes embauchés, vu de la jeune génération, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qui leur fait briller les yeux? Qu'est-ce qui ferait sens ou qu'est-ce qui fait moins sens aujourd'hui dans nos métiers industriels? Et alors, juste une petite aparté, on a un certain nombre d'entreprises industrielles ici présentes.
Un grand nombre d'entre elles sont partenaires d'Elles Bougent. Donc, il y a des rôles modèles dans les entreprises. Moi, j'en fais partie. Je fais partie de la délégation régionale Île-de-France d'Elles Bougent. Engie est partenaire d'Elles Bougent, GRT Gaz, Storengy, LNG. GRDF a pris son partenariat au mois de février dernier. Et nous, on intervient, les marraines, donc gazières, dès le collège et le lycée. Parce qu'en fait, c'est dès le collège et le lycée, c'est avant que les choix d'orientation ne soient pris en termes de matière, qu'on peut leur montrer qu'on a des métiers de technicienne, de chercheuse, d'ingénieur, etc., terrain. Et je vous engage, messieurs, à venir nous rejoindre, parce qu'en fait, il y a les marraines, mais il y a aussi les relais chez Elles Bougent. Et on a besoin d'avoir des relais en témoignage pour dire que dans les entreprises industrielles, ben, vous recrutez et vous avez besoin de profils différents. Merci. Merci de ce témoignage. J'avais posé une question sur est-ce que vous avez fait une analyse sur quelle est l'attente, qu'est-ce qui coince dans le système vis-à-vis des jeunes pour rejoindre le monde industriel? Alors, je vais vous donner mon avis. Ce n'est pas des statistiques très précises, mais on s'aperçoit que votre démarche, elle est très intéressante, mais toutes les activités, toutes les filières ont cette démarche et tous les collèges sont sollicités tous les jours par toutes les filières. Donc c'est très difficile de rentrer aujourd'hui dans les collèges, c'est très difficile d'aller voir ces acteurs. Je fais partie de l'AFG aussi au Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai tenté de rassembler les conseillers d'orientation psychologues, les COP, mais ils sont harcelés par les filières et on a beaucoup de mal à les faire venir dans nos centres de formation pour justement présenter ces métiers, l'accessibilité à tout le monde. Donc, avec grand plaisir de tenter des expériences avec vous dans cette démarche et puis de pousser encore une fois les portes des écoles. C'est aussi la problématique des métiers techniques et professionnels. Je ne vais pas ouvrir le débat on ne redouble plus au collège, tout le monde va passer le bac. Sur les filières professionnelles et notamment les bacs pro, je pense que les 3/4 de nos alternants sont sur des orientations subies plutôt que sur des orientations choisies. Donc voilà, il y a beaucoup de questions à se poser sur comment on accompagne la jeunesse, comment on leur présente ces métiers, plutôt que de leur dire si tu ne travailles pas, tu n'iras pas au lycée. J'ai connu ça, moi, quand j'étais jeune, et il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé, malheureusement. Voilà, merci. Je crois qu'il est l'heure de rendre l'antenne et de repasser le micro à David. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions. Je suis très heureux d'avoir mis l'emploi et compétences à l'honneur aujourd'hui. Donc, un grand merci. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.